Donc, pour les polyposes amartomateuses, on a la plus classique, et non la mutation autosomique dominante en rapport avec une mutation du gène HTK11. Et la mutation est de novo. De novo, quand on dit de novo, ça veut dire que ça atteint le sujet index sans qu'il y ait, lorsqu'on fait l'enquête génétique, sans qu'il y ait un cas dans la famille. Ça veut dire que c'est le premier cas chez qui la mutation est survenue dans les gamètes après fécondation. Donc, c'est quand même dans au moins 25 jusqu'à 50% des cas, il s'agit d'une mutation de novo. Donc, l'absence d'enquête génétique n'élimine pas le diagnostic de syndrome de Peutz-Jeghers. C'est assez classique, le Peutz-Jeghers, puisqu'on a une polypose diffuse prédominant sur l'intestin grêle. C'est problématique parce que ces polypes de l'intestin grêle apparaissent dès la première décade et peuvent être source d'occlusion intestinale par invagination de l'intestin grêle. Et ça intéresse le grêle dans 96% des cas, l'estomac dans 24% des cas, le côlon et le rectum respectivement dans 27 et 24% des cas. La taille des polypes, il peut s'agir de petits polypes et malheureusement, ça peut atteindre, j'ai plusieurs cas comme ça, et la problématique, il s'agit de polypes. Dans ces polypes-là, il peut y avoir une composante adénomateuse, donc il y a un réel risque de dégénérescence. Et donc, ce n'est pas parce que le polype est amartomateux qui ne complique pas. Il y a des voies peut-être qu'on ignore, mais schématiquement, ce que vous devez retenir, c'est que dès lors que les polypes dépassent le centimètre, il y a un réel risque de dégénérescence, et donc, que ce soit au niveau de l'estomac, que ce soit au niveau du côlon rectum, beaucoup moins au niveau de l'intestin grêle. Cette polypose diffuse s'associe à une lésion caractéristique qui est cette pigmentation des lèvres dans 94% des cas, de la muqueuse buccale dans 66% des cas, des mains 74% et des pieds. Elle apparaît dès l'enfance, puis régresse. Ça s'appelle la lentiginose. Et donc, lorsqu'on a une polypose, il faut la rechercher
mais il faut également la rechercher par l'interrogatoire, puisqu'elle peut régresser à l'âge adulte. Et donc, on recherche cette pigmentation par l'interrogatoire. Et vous voyez que même si c'est une polypose amartomateuse, il y a un risque cumulé de cancer de l'œsophage, de Et donc, il y avait des anciens QCM où on disait que lesquels des polyposes ne dégénèrent pas et on cochait Peutz-Jeghers, peste juvénile. Bien sûr que c'est faux, puisque vous voyez que le cancer du côlon, 39%, c'est très loin d'être négligeable. À côté de ces cancers colorectaux et du grêle plus rarement, il y a des cancers du testicule, cancers gynécologiques et mammaires, et cancer du poumon et cancer du pancréas. Et donc, c'est des populations à très haut risque de cancer. C'est pour cela qu'il faut avoir le diagnostic pour intégrer ces patients dans un protocole de surveillance qui va concerner surtout le côlon et l'estomac, 2 à 3 ans à partir de l'âge de 15 ans, le pancréas, l'IRM pancréatique et l'échondoscopie chaque 1 à 2 ans à partir de 30 ans. On va alterner. Pourquoi on alterne? L'examen le plus fiable, c'est l'échondoscopie et la pancréato-IRM. On alterne les deux puisqu'on a d'une part l'IRM qui est coûteuse certes, mais qui est non invasive, et d'autre part, on a l'échondoscopie, c'est une endoscopie, donc c'est un examen invasif. Il faut également surveiller les seins, les ovaires, l'endomètre, les testicules, et avec une surveillance annuelle à partir de l'âge de 25 ans. La polypose amartomateuse, la dominante, on a 2 gènes qui sont identifiés. Le gène SMAD4, dans 50% des cas, qui a la caractéristique de l'association avec les télangiectasies, les malformations vasculaires et la maladie rhombooscolaire, qui va se traduire par des épistaxis et par des hémorragies digestives, et le gène BMPR1A dans plus de 60% des cas. La mutation, elle est de nouveau dans 25% des cas. Dans les 75% restants, on retrouve, lorsqu'on fait l'interrogatoire, on retrouve cette histoire, l'histoire familiale. Le diagnostic se fait généralement avant l'âge de 20 ans par le saignement, puisqu'il y a l'association avec les malformations se localise généralement au niveau du côlon, dans pratiquement 100% des cas, plus rarement au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin grêle. Leur taille est variable, ils ont une apparence variable, sessiles, pédiculés, de quelques millimètres à quelques centimètres, et de quelques polypes jusqu'à plusieurs centaines de polypes diagnostiques. On a plus de 5 polypes juvéniles dans le côlon et dans les autres parties du type digestif, ou bien, quel que soit le nombre, si on a une histoire familiale de polypose juvénile. Le problème, également dans la polypose juvénile, même si c'est des polypes, et donc il y a un risque de cancer colorectal qui est de l'ordre de 20% à 35 ans, 68% à 60 ans, avec un âge moyen de 34 ans. Également pour le cancer gastrique, surtout pour la mutation SMAD4, avec un âge moyen de 58 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va appliquer la règle que tout polype colorectal, notamment qui dépasse 10 mm, doit être réséqué. Et les patients, après résection de polypes, doivent être intégrés dans un protocole de surveillance. Et donc, dire que la polypose juvénile et le syndrome, la polypose de Peutz-Jeghers ne dégénère pas est une faute. Vous allez retrouver ça dans plusieurs QCM, notamment posés par les anatomopathologistes. Pour la surveillance et le traitement, coloscopie, endoscopie haute, 1 à 3 ans à partir de 12-15 ans. Bien sûr, en cas de symptômes, il ne faut plus respecter la règle, il faut la faire d'emblée, qui n'est pas systématique, puisqu'on a vu que ça intéresse rarement le grêle, contrairement au syndrome de Peutz-Jeghers. Bien sûr, pour la mutation SMAD4,
il y a les malformations cardiovasculaires qu'il faudra rechercher. Résection endoscopique, idéalement, quand on dépiste précocement, on fait des résections itératives au cours de la surveillance. Ou bien, en cas de polypose profuse, on va faire la règle, c'est la résection chirurgicale. La résection chirurgicale qui va se baser sur réséquer endoscopiquement, ou bien si le rectum est le siège de multiples polypes, on fera une coloprotectomie avec une confection d'un réservoir iliaque. Gastrectomie partielle ou totale en cas de dysplasie de haut grade ou en cas de cancer gastrique, bien sûr, si on ne peut pas contrôler endoscopiquement. Donc, le traitement à privilégier, c'est la résection endoscopique. Le très rare syndrome de Cowden, on va finir ça pour les polyposes amartomateuses, un mutant du gène PTEN, amartome au niveau de la peau, de la thyroïde, des seins. Les polypes colorectaux sont retrouvés dans 95% des cas, le plus souvent amartomateux, mais association forme de Cowden avec la polypose juvénile, inflammatoire, les lipomes, les adénomes, les ganglioneurones, etc. Au niveau œsophagien, c'est ce que vous voyez là, ce qui est blanchâtre, c'est ce qu'on appelle la cause biogénique. On voit habituellement éparse, mais dans le cadre du syndrome de Cowden, c'est une acanthose glycogénique diffuse. Les polypes au niveau de l'estomac, duodénum, du grêle, c'est possible, et association dans 40% des cas, une macrocéphalie. Le risque de dégénérescence est faible, voire anecdotique, mais il y a un risque de cancer des polypes, je parle. Cancer de la thyroïde, dans 38% des cas décrits. L'adénocarcinome mammaire existe également chez l'homme, même s'il est plus rare. Pour la surveillance et le traitement, coloscopie, endoscopie haute de à 3 ans à partir de 15 ans, thyroïde annuelle à partir de l'adolescence, le sein, autopalpation mensuelle à partir de 25 ans, et mammographie IRM mammaire à partir de 30-35 ans, l'utérus et la recherche de mélanome. Bon, je ne vais pas vous demander de retenir tout ça. L'entité qui a été décrite par l'enseignant qui a fait le cours ANAPAT, c'est ce qu'on appelle la polypose festonnée. La polypose festonnée, c'est l'existence de nombreuses lésions festonnées. Ça a été très bien expliqué dans le cours ANAPAT avec un critère, les critères typiques, au moins 5 polypes festonnés proximaux en amont du sigmoïde. Pourquoi on dit en amont du sigmoïde? Parce qu'il est habituel de retrouver les polypes hyperplasiques au niveau du rectum et au niveau du haut rectum jusqu'au sigmoïde, disons, sigmoïde distal. En amont, lorsque les polypes hyperplasiques siègent au niveau du côlon droit et en amont du sigmoïde, il faut être méfiant parce que là, il peut s'agir de polypes festonnés qui ont un potentiel de dégénérescence. Pour définir la polypose festonnée, c'est au moins 5 polypes festonnés proximaux. Proximaux, ça veut dire au-delà du sigmoïde, festonnée proximale et antécédent au premier degré d'une polypose festonnée, ou bien plus de 20, quelle que soit la taille et quelle que soit la localisation. Si on a plus de 20 polypes hyperplasiques en résèque, on a cette composante festonnée, on définit la polypose. 3 phénotypes avec un risque similaire de dégénérescence, polypes du côlon droit, polypes du côlon gauche qui sont nombreux, ou bien les deux. Il faut, lorsqu'on détecte une polypose festonnée, il faut détecter les apparentés au premier degré. Et donc, vous voyez bien que le polype hyperplasique, lorsqu'on parle d'hyperplasie, c'est une augmentation des cellules normales, mais attention, polype hyperplasique, s'il y a une multiplication des mitoses, sur les mitoses, il peut y avoir des erreurs et il peut y avoir donc risque de dégénérescence. Voilà l'aspect endoscopique, ce qu'on voit pour les polypes, multiples petits polypes dans le rectum. Et si on a plus de 20, il faut se méfier.
la lésion, vous voyez cette lésion plane surélevée du côlon droit. Il faut faire attention. Vous voyez là, les selles collent parce qu'il y a une sécrétion de mucus qui va attirer les selles. C'est pour cela, quand on fait une coloscopie, il faut bien regarder, il faut laver pour voir ce qu'il y a au-dessous. S'il essaie de dégénérescence. Et sur le cours du cancer du côlon, finalement, il y a deux cancers qui sont assez différents sur le plan pathogénique. Il y a d'une part le cancer du côlon droit et d'une part le cancer du côlon gauche. Pour les surveillances, il y a des recommandations. On ne va pas vous embêter avec ça. Il faut faire dans les polyposes hyperplasiques, coloscopie 1 à 3 ans après résection des polypes de plus de 5 mm, apparenté au premier degré, coloscopie à 40 ans ou 10 ans avant le cancer le plus jeune, arrêt du tabac parce que c'est un facteur de carcinogénèse qui est prouvé, et bien sûr la chirurgie en cas de dégénérescence ou en cas de dysplasie au grade avec une résection endoscopique impossible. Ou bien si on ne peut pas faire de traitement endoscopique parce que les lésions sont très nombreuses. À chaque fois qu'on peut faire le traitement endoscopique, il faut le faire. Et puis, je vais finir sur ça, le syndrome de Lynch. Le syndrome de Lynch, sur le plan des cancers génétiques, vous savez que les cancers génétiquement prouvés, où il y a un gène identifié, c'est environ 5%, et le syndrome de Lynch représente au moins 3 à 4%. Il y a transmission autosomique dominante, pénétrance incomplète, ça veut dire qu'on peut avoir le gène et ne pas avoir le phénotype dans 40% des cas. Mutation des gènes impliqués, par rapport à l'ADN, il y a ce qu'on appelle les microsatellites. Et c'est quoi les microsatellites? C'est des séquences répétitives de nucléotides. Par exemple, vous avez AC, 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 ça se répète plusieurs fois. Ça s'appelle les microsatellites. Quand il y a réplication de l'ADN, il y a le risque d'avoir une erreur lors de la réplication est beaucoup plus élevé au niveau de ces microsatellites. Il y a des gènes impliqués dans le système de réparation. Ça veut dire s'il y a une mutation, il y a des gènes qui surveillent et qui réparent. Ces gènes-là codent pour ce qu'on appelle les protéines MMR, mismatch repair. Et ça, c'est ce qu'on appelle les gènes MLH1, MSH2, MSH6, PMS2. Ces gènes-là vont coder pour des protéines et ces protéines vont être responsables de la surveillance et la réparation au niveau de ces mutations qui surviennent au niveau de ces microsatellites. Si on a ces gènes-là qui sont indemnes, donc on a les protéines de réparation. On va parler de statut microsatellite stable. Ça veut dire même si erreur, il y a réparation. Par contre, c'est stable. Dans le syndrome de Lynch, il y a mutation au niveau de ces gènes-là. Et donc, il va y avoir un surrisque de développement de polypes qui siègent volontiers au niveau du côlon droit, qui sont volontiers des polypes blancs, que pour les voir, il faut céder des colorations. Donc, ce n'est pas la coloscopie habituelle en lumière blanche. Il faut que le malade soit très bien préparé et il faut céder par les colorations. Et actuellement, on peut faire des colorations virtuelles, électroniques, en appuyant sur un bouton pour augmenter le relief, pour voir des petites lésions comme ça. C'est ce que vous voyez par exemple là sur cette image. C'est ce que vous voyez là sur cette image. Avec ces différentes colorations, soit en utilisant un colorant qui est l'indigo carmin, soit en utilisant des colorations électroniques.
on va mettre en évidence ces polypes. Au stade de polypes, on va bien les rechercher, les enlever pour éviter le cancer. Au stade de cancer, c'est la chirurgie. Et donc, est-ce que avoir un statut microsatellite instable MSI, c'est-à-dire pas génétique, on peut avoir dans 15% des cas, ils sont MSI. Et donc, si dans le diagnostic du syndrome de Lynch, il y a des étapes, on va le voir. Ces patients qui ont un syndrome de Lynch, qui ont une mutation, ils ont un surrisque de cancer. Surrisque de cancer, quel cancer? Le cancer dans le spectre HNPCC. HNPCC, je vais vous dire pourquoi on appelle comme ça. Parce que, voilà, il y a dans le syndrome de Lynch le risque cumulatif de développer un cancer. Vous voyez que le cancer colorectal, il est de 24 à 52% chez la femme, beaucoup plus chez l'homme, 28 à 75%, versus 3,5% ou 4,6% dans la population générale. Et donc, si on a une mutation au niveau de l'un de ces gènes-là, il y a un surrisque d'avoir un cancer colorectal, pas que. Le deuxième risque, c'est le cancer de l'endomètre. C'est le cancer de l'endomètre qui survient dans 27 à 71% des cas. Le troisième cancer, c'est le cancer de l'estomac, le cancer de l'ovaire, des voies urinaires excrétrices et du cancer de l'intestin grêle. Et donc, cette mutation vaut tous ces cancers-là. Et pour faire le diagnostic du syndrome de Lynch, lorsqu'on a un cancer, on a les critères d'Amsterdam, et on a les critères que l'on verra sur la plaque suivante. C'est quoi les critères d'Amsterdam? Au moins 3 cas de cancer du côlon, du rectum, de l'endomètre, du grêle, des voies urinaires excrétrices. Je vous rappelle qu'on a tous ces cancers qui sont liés génétiquement, enfin qui peuvent être liés génétiquement par la mutation au niveau de ces gènes. Si on a au moins 3 cas, on fait l'interrogatoire, on fait un arbre généalogique, et on a 3 cas, colorectum, endomètre, grêle, voie urinaire excrétrice. Un des patients est apparenté au premier degré avec les deux autres. Au moins 2 générations successives, pour dire que c'est dominant. Au moins un cas a été diagnostiqué avant l'âge de 50 ans. Bien sûr, ça s'appelle HNPCC, héréditaire, non polyposis. Ça veut dire qu'on a exclu la polypose familiale. Polypose adénomateuse familiale a été exclue. Confirmation pathologique, là, la sensibilité est de 61%, la spécificité est de 71%. Ça veut dire de quoi? Ça veut dire quoi, spécificité? Ça veut dire que si on a ces critères, c'est un Lynch dans 71% des cas. Ça veut dire ça peut ne pas l'être dans 29% des cas. Et ça veut dire quoi, sensibilité? Ça veut dire pour qu'il s'agisse dans le syndrome de Lynch, on a ces critères-là. C'est un Lynch. Lorsqu'on a ces critères-là, sensible, ça veut dire dans le Lynch, on a ces critères-là dans 61% des cas. Ça veut dire qu'il peut s'agir d'un syndrome de Lynch. C'est un syndrome de Lynch, alors qu'on n'a pas ces critères-là dans 39% des cas. C'est pour cela que d'autres critères ont été développés. Je vais développer dans la plaque suivante. Les critères histologiques pour dire qu'il s'agit d'un syndrome de Lynch devant un cancer, on a la tumeur. On va rechercher le statut, l'expression
de ces protéines MMR. Il y a ce qui est les critères histologiques, tumeur mucineuse ou peu différenciée, en particulier le carcinome médulaire, une réaction stromale caractérisée par un infiltrat inflammatoire majeur Crohn-like avec un infiltrat en lymphocytes de l'épithélium tumoral. Ça, c'est le nom spécifique. En immunohistochimie, réaction antigène en existence de ces protéines, MMR, en immunohistochimie. Si elles sont présentes, on exclut le Lynch, puisqu'on a ces protéines. Maintenant, s'il y a ce qu'on appelle une extinction des protéines MMR, l'anticorps ne se fixe pas. S'il ne se fixe pas, ça sous-entend qu'il y a une mutation au niveau du gène codant pour la protéine. C'est-à-dire la protéine, elle n'est pas, la réaction antigène-anticorps ne s'est pas faite par modification au niveau de l'antigène, qui est la protéine, laquelle est secondaire à une mutation au niveau du gène. Et donc, s'il y a une extinction, s'il n'y a pas de prise de coloration en immunohistochimie, l'anatomopathologiste va répondre statut microsatellite instable. Et dans un troisième temps, on va chercher les critères d'A qui sont plus sensibles. C'est tout à fait normal. Si on prend moins d'exigences, ils sont plus sensibles, mais ils sont moins spécifiques. Si on met moins d'exigences dans les critères diagnostiques, on va détecter plus de Lynch. Mais il va y avoir pas mal qu'on a détecté, mais qui ne seront pas à Lynch. Donc la spécificité va diminuer, puisqu'on va prendre dans le tas des sujets qu'on pensait que c'était des Lynch pour augmenter la sensibilité. Cancer colorectal diagnostiqué avant l'âge de 50 ans, c'est-à-dire quand on diagnostique un cancer avant l'âge de 50 ans, bien évidemment, on suspecte la génétique. Cancer colorectal synchrone, métachrone, métachrone ça veut dire après, ou associé à un autre cancer appartenant au spectre du Lynch, cancer colorectal avec histologie, statut microsatellite instable, diagnostiqué avant l'âge de 60 ans, cancer colorectal avec au moins un parent du premier degré avec un cancer dans le spectre Lynch. Ce n'est pas la peine de retenir tout ça, il faut juste comprendre le principe que du BTHDA, ça veut dire qu'on a réduit les exigences par rapport aux critères d'Amsterdam pour détecter plus de Lynch, mais il va y avoir beaucoup plus de sensibilité. C'est plus sensible, mais on va perdre en spécificité. Ça veut dire qu'on aura des patients qui ne seront pas, à vrai dire, syndrome de Lynch. Voilà, diagnostiquer un syndrome de Lynch, ça implique une surveillance. Ça implique d'abord lutter contre les facteurs environnementaux, arrêter le tabac, corriger la surcharge pondérale, bien sûr, dépister les carences martiales, dépistage dermatologique, bon, ça, et puis, sur le plan gynécologique, il y a un protocole de surveillance du cancer de l'endomètre, sur le plan urologique, sur le plan du cancer du côlon, sur le plan du cancer de l'estomac, et bien évidemment, l'intestin grêle. Ce n'est pas la politique. Permet de mieux prendre en charge son patient pour la surveillance, la prophylaxie et l'adaptation du traitement, les apparentés du patient, proposer une prise en charge adaptée et rassurer les non-porteurs. Malheureusement, la génétique, ça manque terriblement chez nous et donc on est souvent amené à dépister tout le monde. Alors que si on avait la génétique, si on a un gène identifié, s'il n'y a pas la mutation, et donc ce n'est pas la peine de surveiller. Diagnostic précoce d'une polypose permet de prévenir l'apparition des cancers. Malheureusement, en pratique, chez les familles que je suis, c'est très difficile de les convaincre de faire une coloscopie parce que c'est un examen qui a une très mauvaise réputation. Et ne pas oublier que ces polyposes-là, la grosse problématique, que ce sont des maladies multi-organes qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire
dans un circuit bien ficelé et avec une collaboration étroite. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie et j'arrête. Voilà, je vais arrêter.